Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 85 de la saison 3. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Marie Aval et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com Patreon/Clémentine Sarlat. Il y a 2 ans, je lançais ce podcast, je consacrais le premier épisode à la genèse du projet et mon deuxième à cette jeune maman qui enseignait sur les réseaux sociaux des petits bouts de la langue des signes pour communiquer avec son bébé. Cette jeune maman, c'est Marie Cao, alias Little Bun Bao, que vous connaissez sûrement, et qui a bien grandi depuis 2 ans. L'an passé, j'étais retournée la voir chez elle, à mi-ans, alors qu'elle était enceinte de sa 2e fille. On avait parlé de son premier bébé, June, décédé in utero, de ses peurs face à cette nouvelle maternité et de lâcher prise. C'est l'épisode 38, si ça vous dit. J'avais envie que ça devienne un rituel, qu'elle soit le témoin de l'évolution de ce podcast, alors je lui ai proposé à nouveau de l'interviewer. Aujourd'hui, Marie est maman de Bao et de Summer. Elle vit toujours dans les Landes avec James, son mari, et est une entrepreneuse à succès. En juin dernier, Summer a pointé le bout de son nez. On a discuté de cette arrivée dans leur famille, de son accouchement ultra rapide, d'instruction en famille, parce que oui, Marie et James ont fait le choix de faire l'école à la maison. Marie raconte l'organisation de ses très longues journées dans son cocon et de son bonheur de pouvoir travailler de cette manière. Mais alors, comment évite-t-on le burn-out quand il faut tout gérer ? Qu'est-ce que l'école à la maison, ça implique ? Est-ce que l'arrivée de Summer a chamboulé leur vie ? Comment on s'adapte quand sa carrière décolle au moment où ses enfants sont en bas âge ? Toutes les réponses dans cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et un grand merci à Marie pour sa confiance depuis le début de cette aventure. Salut Marie! Salut Clémentine! Je suis hyper contente de te recevoir encore dans ce podcast. Tu es ma 3e fois. Mais cette fois, c'est à distance. Ça, c'est moins marrant. Alors qu'on n'habite pas très loin, il faut le dire. On n'habite pas très loin, on est plutôt à côté. Bon, ma première question, elle est hyper simple. C'est comment est-ce que tu vas ? Ça va. C'est sport, mais ça va. Ça va, t'es pas trop fatiguée ? Ça va, t'es dans une période où ça se passe mieux ? Ou ça va depuis le début ? On va dire que on est dans une période où ça va mieux, mais il y a une fatigue latente qui traîne et qui commence à être un petit peu lourde. Bon, l'année dernière, quand je suis venue te voir, tu étais enceinte de Summer. Donc, tu n'étais pas encore maman avec 2 petites filles à la maison. Comment est-ce que ça s'est passé, cette transition de 1 à 2 ?
Ça s'est passé beaucoup mieux que je ne pouvais l'imaginer. J'imaginais quelque chose de très compliqué, très très lourd. Voilà, je pensais pas que ça serait aussi fluide. Et ça s'est fait très très en douceur. Mais ça reste quelque chose d'assez sportif, notamment avec le travail à côté. Je sais pas comment ça se passerait s'il y avait pas la charge au niveau du travail à côté de ce passage de 1 à 2. Mais c'était pas si pire, voilà. Comment est-ce que tu t'es organisée? Parce qu'on va en parler du fait que tu es à ton compte, que ton mari aussi. Comment ça s'est passé l'arrivée de Summer? Est-ce que tu as réussi à couper? Est-ce que tu as pu faire pause sur le travail et te concentrer uniquement sur tes enfants ou pas? Absolument pas. Je n'ai pas fait de pause. 20 minutes avant d'accoucher, je travaillais, je postais. Et le lendemain matin, je reprenais le boulot. Donc, pas eu de moment où j'ai pu souffler, si ça n'est que la nuit au moment de l'accouchement. Donc, ça a été très sport. Impossible donc de lever le pied parce que ben voilà, je suis dans un moment de ma carrière où bah je ne peux pas. Et donc j'ai beaucoup travaillé tout en essayant de jongler avec bah, l'arrivée de Summer. Il a fallu trouver un équilibre, ce qu'a permis aussi James, mon mari, de venir équilibrer tout ça. Et on a pris aussi ma maman, ma belle-maman, on a fait un espèce de relais et de village pour pouvoir ben, élever les deux filles, nos deux filles, et aussi bah, travailler et vivre comme ça et avoir cet équilibre-là. C'est intéressant parce que toi, tu es évidemment hyper renseignée. Tu sais que, en théorie, c'est important de prendre du temps pour soi, voilà, que la maternité, ça chamboule et que c'est pas un moment où on devrait être tout feu, tout flamme. Mais il y a la réalité qui nous rattrape et il y a la vie qui est telle qu'on la mène. Ça a été difficile de faire le deuil de ce truc idéal et de devoir continuer de travailler parce que j'imagine que t'aimes ça aussi, évidemment. C'est ça. Ça n'a pas été très compliqué, ça s'est venu après, ou c'est venu s'alourdir bien plus tard, je dirais autour de 4 mois, j'ai commencé un petit peu à sentir ça, c'était moins cool. Sinon, ça s'est passé. On a eu la chance d'articuler avec de l'aide au niveau de ma maman et de ma belle-maman. J'avais pourtant lu Le Mois d'Or, j'avais pourtant lu le 4e trimestre de grossesse, j'avais tout lu, hein, mais impossible de lever le pied. Donc j'ai adapté. J'ai fait en sorte bah, de travailler le premier mois à l'IT, mais j'ai travaillé bah, malgré, enfin pendant les tétés. J'ai travaillé, mais en essayant d'ajuster, en ayant prévu de la nourriture, de pas me lever, d'avoir toute une organisation pour me reposer au maximum, mais continuer à travailler malgré tout. Ouais, je trouve ça génial d'avoir ton témoignage parce que il y a forcément un gap entre la théorie et la réalité. Toutes nos vies ne sont pas faites pour qu'on puisse avoir ce fameux mois d'or ou en tout cas un trimestre et encore plus quand on est à son compte. Est-ce que avant d'accoucher, tu avais pu t'organiser aussi pour accumuler du travail, pour avoir une charge moins forte ou tout a été dans la continuité? Alors, j'avais prévu, il y avait un espèce de plan pour que ça soit déchargé, mais la réalité a été le Covid. Donc, James, lui, de moins en moins de contrats. Donc, il a fallu, moi, beaucoup plus travailler. Des projets qui devaient sortir vraiment bien avant l'accouchement, qui sont sortis juste avant l'accouchement, notamment mon application mobile, qui a fait que après, il a fallu aussi continuer. Voilà, ça a été compliqué de mettre en pratique tout ce qui avait été prévu. Et donc, dans une continuité, bah, j'étais lancée et j'ai levé le pied sur ce que je pouvais lever le pied et ce que je ne pouvais pas, ben, on a fait en sorte de l'adapter finalement au postpartum, donc alité et essayer de se reposer, mais bon, c'était pas le top, quoi. Est-ce que tu connais ce mot, se reposer? Ouais, je le connais, mais finalement, des fois, c'est dans le travail où j'arrive à me reposer parce qu'il y a cette fatigue des enfants quand on s'occupe d'eux, on a leur énervement, on a voilà, on vit avec eux et on a leurs émotions qu'on vient absorber. Puis finalement, quand ils dorment, des fois, on retrouve une espèce de forme olympique qui nous a manqué toute la journée quand la maison est dans le calme. Et finalement, c'est en travaillant parce que c'est un métier passion que je fais où je prends finalement ce temps aussi pour moi. Hmm.
Ouais, c'est clair, non, ça fait sens. Et alors, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui dans cette deuxième, enfin, peut-être troisième maternité, mais cette deuxième fois où tu as ton bébé à la maison avec toi? Est-ce que tu es plus sereine, plus tranquille comparée à Bao? Ah oui, complètement. Alors là, ça n'a rien à voir, c'est vraiment le jour et la nuit. Entre l'arrivée de Bao à la maison et l'arrivée de Summer, donc ma deuxième, je suis... ça fait du bien, ça fait du bien. Un deuxième bébé, Summer, en tout cas, elle est venue apaisée, elle est venue me montrer autre chose. Je suis revenue à la maison beaucoup moins anxieuse, avec beaucoup moins de peur, beaucoup moins de crainte. J'ai presque l'impression d'avoir vécu vraiment une grossesse, un accouchement, l'arrivée de ce bébé de manière normale, pas trop alarmée, pas trop inquiète, pas trop stressée, à vivre l'instant présent et me laisser porter et me faire confiance surtout. Je pense que c'est ça, c'est se faire confiance et faire confiance à son bébé. Et ça m'a été donné avec Summer quand elle est arrivée. Hmm. Est-ce que tu sens une différence dans ta relation à elle ou dans ta relation à James, le fait de toi être plus apaisée? Il y a de la différence, forcément, je vois que ça impacte. Je vois que cette confiance, ce côté très apaisé que j'ai aujourd'hui et que j'ai réussi à acquérir pendant la grossesse, elle impacte forcément ma relation avec Summer, mais aussi le caractère de Summer, le couple, l'équilibre à la maison. C'est venu aussi impacter aussi Bao, notre première, qui est venue aussi s'apaiser. Et je sais pas, ça c'est venu tout arrondir. Je ne saurais pas l'expliquer vraiment, mais c'est venu faire quelque chose. Ça a impacté un petit peu tout le monde. Tu sais, on en avait parlé la dernière fois, le fait que tu es fille unique et que forcément, la fratrie, tu connais pas trop ce concept, même si évidemment, mais tu l'avais pas expérimenté et que c'était un monde inconnu. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quasiment un an après l'arrivée de Summer, tu te sens au sein d'être maman de 2 filles? Je suis émerveillée au quotidien. Je suis fille unique et j'ai toujours vu les fratries avec beaucoup de magie dans les yeux. Ça pétillait quand je voyais ses frères et ses sœurs. J'avais beaucoup d'envie et je trouvais ça beau. J'ai travaillé même quand j'étais nounou pour une famille qui avait des jumeaux, donc j'ai pu palper cette relation hyper intense et belle et avec ses conflits, etc. Mais alors, le vivre à la maison, ça a été vraiment magique et au quotidien. Mais c'est au quotidien, tous les jours. C'est me dire, waouh, c'est beau, c'est fort. C'est quelque chose que je n'ai pas eu, que je ne connaissais pas et que je découvre comme, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me redonne. Si je ne voyais pas les couleurs, j'ai l'impression de voir en couleur pour la première fois. Il y a quelque chose que je découvre complètement au travers de la relation entre Bao et Summer au quotidien. Dans la relation de tes 2 filles, forcément, pour l'instant, il n'y a pas de compétition. Encore que tu me diras, Summer doit commencer à aller jouer sur le territoire de Bao. Oui. Comment ça s'est passé l'arrivée de Bao, l'arrivée de Summer, pardon, avec Bao? Comment est-ce que vous avez anticipé? Qu'est-ce que vous avez mis en place avec elle pour parler de ce nouveau bébé? Alors déjà, pendant la grossesse, on y en a beaucoup parlé. On a essayé de la préparer bien au travers des livres, au travers de plein de choses. Et là où je m'en veux, c'est que j'ai fait des promesses que j'ai pas su tenir. J'y avais dit que, par exemple, le cododo, on ferait du cododo tous ensemble. Chose qui, une fois que ce bébé est arrivé, ce tout petit bébé, tout fragilou, est arrivé dans nos vies avec Bao, petite tornade quand elle dort, j'ai fait non, c'est pas possible. Et donc, il y a des choses que j'avais promis, que j'avais dit, voilà, ça sera ça et ça bougera pas. Bah, il y a des choses qui ont bougé, mais c'est pas pour autant que c'est venu la perturber. Mais sinon, on y a donné une place fixe et c'était important pendant la grossesse à Bao de lui donner une place à table, de lui donner une place dans le lit, de définir finalement un espace à elle qui ne bougerait pas. Et c'est comme ça qu'on a travaillé la grossesse parce que je sentais que ça la perturbait. Pendant la grossesse, il y avait le sommeil qui bougeait, il y avait plein de choses qui bougeaient. Et d'avoir donné cette place-là fixe, tu manges ici, c'est ta place, là c'est ta place. Ça a permis finalement de la sécuriser ou de venir apaiser des angoisses et des questionnements. Et une fois que Summer est arrivée,
Ça s'est fait, c'est là où j'ai été bluffée. J'ai été bluffée parce que j'ai énormément anticipé l'arrivée. J'avais dit à James quand on est arrivé donc à la maison parce que accouchement en plein Covid, pas de visite à la maternité, donc on est arrivé avec ce petit bébé dans ce petit cosy et j'ai demandé à James, attends avant de rentrer, je veux moi rentrer toute seule. Donc Bao était à la maison, à notre maison, avec ma maman, gardée par ma maman depuis 2 jours. Et je suis rentrée toute seule. Je suis allée la voir, elle venait de se réveiller de sa sieste, donc je suis allée dans le lit, je l'ai pris dans les bras, j'ai fait des câlins, j'ai expliqué qu'elle m'avait manqué, et elle m'a manqué, elle m'a terriblement manqué. C'était très perturbant, son absence dès le moment de la naissance. Il y a eu un bouleversement à ce niveau-là. Donc je suis allée la prendre, lui montrer qu'elle était là et qu'elle était toujours tout pour moi. Et après, j'ai dit, est-ce que tu veux rencontrer ta petite sœur? Elle est là, elle est à la maison, elle est dans le salon. Donc, on est allées toutes les deux dans le salon où il y avait papa qui était avec Summer. Et là, la magie s'est faite. Bao est arrivée à petits pas de loup. Elle l'a observée, elle l'a touchée, elle a voulu la tenir contre elle. Elle avait vraiment les yeux qui pétillaient. Elle était heureuse. Et je me suis dit, waouh, ça c'est beau. Et j'étais fière en fait de Bao qu'elle arrive à dépasser, j'imagine, tout ce bouleversement que l'on peut ressentir au moment de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, devoir partager. Je pense que c'est quelque chose de très intense en termes d'émotion. Et j'ai trouvé qu'elle avait géré à merveille et c'était beau, quoi. Et est-ce que derrière, parce que forcément, passer l'euphorie de la rencontre, tu vois, j'ai déjà entendu des enfants qui disent, bon, quand est-ce que tu le ramènes ou c'est bon, il repart avec mamie ou un truc comme ça. Est-ce que t'as senti de Bao envers Summer du rejet ou est-ce qu'elle l'a verbalisé autrement ou est-ce que non, au contraire, ça s'est super bien passé? Il n'y a pas eu de rejet, on l'attendait. On a vraiment attendu. On nous avait dit vers 3-4 mois. Donc, avec 3-4 mois, on s'est dit ça va pas tarder. Non. 6 mois, c'est pas arrivé non plus. Elle a un côté très maternant, Bao. Elle materne sa sœur. Elle prend soin d'elle et elle y a attribué une place, comme si ce bébé était venu équilibrer une famille que je sentais un petit peu en déséquilibre depuis la naissance. Alors, je sais pas si c'est dû à notre histoire, je ne sais pas, mais c'est venu aussi apaiser Bao. Et il y a je me rappelle d'une des premières nuits où Bao pleurait parce qu'elle s'était réveillée en pleurant, donc je me suis levée. Je suis venue l'apaiser et là, elle a paniqué, elle m'a dit non, non, maman, retrouve Bao, va t'occuper de Bao, va t'occuper de Summer, pardon, va t'occuper de Summer, maman, elle a besoin de toi, moi ça va, regarde, j'ai papa, tout va bien. Et elle est venue, même moi, m'apaiser. Enfin, elle me bluffe au quotidien et il n'y a pas eu ce rejet. Alors, ça se chicane, hein, y a pas de souci. Ça se prête pas facilement les jouets, etc. Mais il n'y a pas eu de tu peux me la ramener à la maternité, merci, bonsoir, c'était cool, mais voilà, on était bien à 3, quoi. On n'a pas vécu cette période-là, mais voilà, on n'est qu'à 10 mois, hein, j'ai envie de te dire, ça peut arriver à tout moment. Est-ce qu'il y avait des angoisses particulières que tu avais avant de d'amener Summer dans votre famille? J'ai eu peur de briser le cœur de ma fille, de Bao. J'ai eu peur de... Je me rappelle, en fait, mais ça fait partie de mon histoire, c'est que ma maman, quand j'ai autour de 7 ans, je crois, m'annonce qu'elle est enceinte et que il va y avoir un petit frère ou une petite sœur qui va venir agrandir la famille. Je me rappelle du moment, je me rappelle du sol qui s'ouvre sous mes pieds, de cette peur qui se crée en moi, cette jalousie, cette colère. Je ressens un truc immense qui vient à ce moment-là, de jalousie. C'était quelque chose qu'on m'arrachait. Et l'histoire fera que finalement il y aura pas eu ce bébé dans notre famille et donc je ne connaîtrai pas ce que c'est une fratrie. Mais j'ai eu ce souvenir-là de mon cœur qui se déchire, qui tombe en miettes quand on m'annonce l'arrivée d'un puissant. Et j'avais peur que Bao vive ça. Et à l'annonce, quand on lui a annoncé l'arrivée de Summer, quand on lui a annoncé la grossesse, sa première réaction a été non merci, je veux pas de bébé, c'est bon, merci. Elle nous a répondu non merci, j'en veux pas.
Vous êtes Donc je me gentil, mais suis non. dit quand elle va la rencontrer, ça, voilà, c'était hyper poli et tout. Et donc je me suis dit ça va être un déchirement quand elle va voir ce petit bébé qui arrive, qui accapare l'attention, etc. Et ben pas forcément. Pas forcément parce qu'il y a eu beaucoup d'amour de sa part et beaucoup de magie. Je pense qu'il y a quelque chose qui se crée entre deux sœurs, un frère et une sœur. Et ça, j'en avais pas conscience avant. Alors après, on rappelle aussi, Bao, elle a un grand frère, grand demi-frère, si Oui. on est exact. Mais Oui. il vit pas au quotidien avec vous, donc elle a pas cette notion d'avoir quelqu'un H24 avec elle, c'est ça? Exactement, exactement. Elle sait que c'est son frère, mais je pense qu'elle a pas trop compris encore. C'est compliqué, hein, un demi-frère. Qui est sa maman. Enfin bon, c'est compliqué pour elle de comprendre tout ça. Mais elle, non, elle connaissait pas le concept des fratries et de partager et tout ça, quoi. Alors, quand tu accouches, je sais que tu as eu ton accouchement rêvé, qui a aussi réparé plein de choses. Est-ce que tu peux juste un peu nous raconter? Parce que je trouve que c'est chouette toujours d'entendre des histoires positives autour de l'accouchement. Alors l'accouchement a été un accouchement express. C'était et j'ai adoré écouter ton accouchement à toi. Quand j'ai écouté ton accouchement, je me suis dit, eh ben si j'étais pas montée dans la voiture à ce moment-là, que j'avais attendu 5 minutes, ça aurait été voilà, j'aurais accouché à la maison de manière sereine. Mais on est monté dans la voiture assez tardivement et j'arrive à la maternité. J'ai quelques contractions, on me dit que je suis pas forcément en travail, donc voilà. Et là, tout va très vite finalement. J'ai juste le temps d'aller me rafraîchir à la salle de bain, me prendre une bonne contraction et me dire là, ok, on va demander la péridurale. C'est dur en fait. Non, c'est dur, c'est pas pour moi cette histoire. Non, le sang péridurale, non, c'est pas pour moi. James, tu sais quoi? Non, c'est vraiment, on va prendre la péridurale. Je suis juste à 4 pour le moment. Je douille comme ça. Non, on va la prendre. Donc appelle et donc il sonne pour demander la péridurale et tout s'accélère. Je pense qu'à ce moment-là, je suis ouverte au maximum et je m'accroupis. je m'accroupis et puis je pousse. Je pousse et je mets au monde mon petit bébé comme ça, sans prévenir personne, comme dira James, sans bruit. Tu t'es accroupi, t'as pas fait un bruit, tu t'es cramponné à la petite, il y avait une petite barrière parce qu'on n'est pas du tout dans la bonne salle pour accoucher. Je me suis cramponnée au lit et j'ai fait mon truc tranquille parce que je savais que cette sensation que j'avais, c'était les poussées. Et à ce moment-là, ben la porte s'ouvre, il y avait une auxiliaire qui comprend que je suis en train d'accoucher. Code rouge, il y a tout qui se met à sonner enfin je sais pas si c'est le code rouge, mais je sais que tout sonne et elles arrivent en masse. Je suis encore habillée, j'ai pas du tout enlevé ma culotte, mais je pousse. Je suis là, il y a tout qui se passe. Et ouais, il y a quoi? Il y a 2-3 contractions, même pas. Et Summer me traverse le corps, je sens le passage du bassin en une seule fois. Et c'est la sensation, je crois, la plus divine que j'ai pu vivre dans ma vie, la plus forte, la plus intense, ce moment où elle traverse mon bassin et j'ai trouvé ça d'une beauté. C'était de la poésie, c'était les plus beaux paysages que j'ai pu voir. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, je me vois dans le désert. Je suis accroupie à mon arbre, accrochée comme dans un arbre, comme une indienne. Je me vois comme ça et j'accouche. À la fin, les sages-femmes m'allongent vite fait et me dégagent les vêtements pour accueillir Summer à même le sol, sans gants, sans rien, et me la poser sur moi. Ça a été hyper rapide. Du moment où je prends conscience que ça pique, il y a eu 3-4 contractions et elle était là. Et l'anesthésiste qui a dû arriver. Et c'est pour qui la péridurale? Ah non, pas du tout, non. Exactement. Apparemment, il y avait aussi une dame à côté dans la salle d'à côté qui a fait la même chose que moi. On a accouché en quelques contractions, donc pas besoin de péridurale ce jour-là. Est-ce que tu penses aussi que quand on a un accouchement qui se passe comme ça participe au fait qu'on est sereine derrière? Alors, je ne sais pas. Parce que quand moi je revis mon accouchement, je le raconte parce qu'il est intense, il est beau, il est fort, il est rapide. Mais il a été fait pour moi j'ai une sensation d'accident. Quand je revis mon accouchement, après l'accouchement, j'ai eu l'impression de m'être faite renverser. Je me vois allongée avec plein de personnes qui sont sur moi, les lumières à fond, ça court dans les couloirs, ça a crié parce que j'étais en train d'accoucher. J'ai eu l'impression de m'être fait renverser, d'être sur un trottoir
et de ne pas avoir accouché. Donc pendant plus de 24 heures, j'arrêtais pas de dire je vais accoucher, parce que je l'ai pas vécu cet accouchement, je l'ai pas. Il a été trop rapide. J'ai pas eu le temps de conscientiser que Summer était en train d'arriver, que ce bébé me traversait vraiment et venait au monde. Ça a été tellement vite, je m'attendais pas à un accouchement si rapide, avec tout ce côté vol d'ocytocine aussi dont on parle beaucoup. C'était dans une pièce hyper éclairée, ça criait, ça s'est jeté sur moi, on était un petit peu affolés. Puis après directement, il y a eu ce besoin de massage là de l'utérus pour vérifier, etc., me recoudre. J'ai pas eu le temps finalement d'accueillir ce bébé comme j'aurais aimé. C'est ce qui me manque dans cet accouchement, parce que l'accouchement il était rapide, il était chouette, mais ça a été le juste après. Le moment où elle arrive, c'était trop rapide, trop intense, trop pas intime, quoi. J'étais pas là avec James comme pour Bao. On avait des petites playlists, on faisait des câlins, on rigolait, et puis après, voilà, elle est arrivée. Là, on a eu vraiment, on était dans le feu de l'action, on était dans un film à 360 à l'heure, et il n'y a pas eu ce moment de cocooning à la fin où, voilà. Je me rappelle que j'ai même donné, elle était sur moi et j'ai demandé à James de prendre Summer. Donc le vrai premier pot à pot qu'elle a fait, elle l'a fait avec son papa. Et il était tout heureux, et en fait j'étais contente de lui passer parce que moi je tremblais et j'étais en choc. J'ai vraiment été en choc. Donc ça fait partie de notre histoire. Donc j'ai pas eu l'accouchement rêvé et si paisible, mais j'ai eu un accouchement très rapide. Franchement pas douloureux, à part ça a piqué 1 ou 2 contractions, mais il n'y a pas eu ce côté smooth qu'on a à la maison ou qu'on peut avoir sur un plateau technique ou en salle d'accouchement quand on est bien préparé. Nous c'était ça a pas blagué, quoi. Voilà, c'est un film d'action. Et c'est marrant parce que tu vois, tu es tout à fait l'illustration de ce qu'on dit de... C'est pas parce qu'un accouchement s'est bien passé qu'il a été bien vécu. Tu vois, j'ai assumé que tu avais bien vécu puisque c'était rapide et avec une douleur assez atténuée, alors qu'en fait, non, ton ressenti, c'est pas du tout ça, au final. Bah, il m'a fallu du temps pour en prendre conscience, parce que sur le coup, on était avec James, on riait, on était là, waouh, enfin il est génial notre accouchement, parce que c'est notre accouchement. On était les yeux dans les yeux au moment où j'ai mis Summer au monde, mais c'est venu après. C'est venu après de me rendre compte que il a manqué quelque chose d'hyper important et qui va jouer un rôle. Je me rappelle, on arrive dans la chambre avec Summer, je regarde James et je lui dis, je vais te dire un truc, tu vas peut-être me juger dessus, mais s'il y a le feu à la maison, je sauve Bao, hein, tu t'occupes du bébé. Il y avait ce côté où mon bébé, ça restait Bao. Et c'était très perturbant pour moi d'enregistrer ce nouveau bébé qui venait d'arriver, que j'ai aimé pendant toute la grossesse, que j'ai dorloté, à qui j'ai parlé et tout. Mais de l'avoir là, je le connaissais pas, ce bébé. Il m'est arrivé si vite qu'il a fallu du temps pour que se tisse cet amour, tout cet attachement. Et les premiers temps, vu que il est arrivé très vite, ça a été un peu pas compliqué parce que j'ai posé des mots, mais mon bébé, c'était Bao. Et les premières 24 heures, c'était Bao me manquait. Je voulais laisser ce petit bébé à James et rentrer moi à la maison m'occuper de ma fille. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour tisser ce lien? Eh ben, le truc chouette, c'est qu'on était à la maternité, qu'on était en plein Covid, qu'on était que tous les trois. Il n'y avait pas de visite. On n'est pas venu nous déranger. Et c'est là où s'est tissé quelque chose. On était tous les trois dans une petite bulle que j'ai trouvée tellement importante, et j'aurais pas vécu de la même manière à la maison avec Bao, qui aurait été en demande, qui aurait eu besoin d'être rassuré. Je pense que c'était nécessaire qu'on soit, nous, un petit peu dans cette bulle en off pour que ça se tisse, pour qu'en tout cas, moi, je puisse tisser des choses. Il y a beaucoup de mamans notamment, mais de parents qui évoquent le fait de ressentir de la culpabilité à l'arrivée du deuxième parce qu'ils n'ont plus assez de temps de s'occuper du premier et ça leur brise un peu le cœur. Est-ce que tu étais OK avec cette situation-là ou tu as ressenti cette culpabilité ? Alors au départ, j'organise vraiment l'arrivée de manière très militaire. Je dégage tant d'heures par jour pour Bao, je m'occupe de Summer, etc., etc. Et puis ma sage-femme passe
Elle est géniale, ma sage-femme. Et elle me dit, Marie, lâchez, faites-vous confiance et faites confiance à vos filles. Tout va s'équilibrer tout seul. Faites tout ensemble, faites comme ça vous vient et laissez-vous porter. Et j'arrête mon espèce de timing là que je faisais depuis quelques jours et qui était trop oppressant. Et finalement, tout se fait. En portage, je joue un petit peu allongée, donc je donne des petits jeux à Bao, avec qui je joue, avec sa sœur qui tète, et elle qui vient caresser sa sœur pour l'encourager pour les tétés. Des choses se mettent en place, et je me dis, comme toujours en fait, faut leur faire confiance, et faut se faire confiance aussi. Donc ça c'est pas, il n'y a pas eu de véritable culpabilité. Ça s'est assez vite apaisé à la maison. Bon, alors vous avez fait aussi un choix avec James et j'avais vraiment envie de te parler de ça, de faire l'école à la maison puisque Bao a l'âge d'être rentré à l'école en septembre dernier. Comment est-ce que ça se passe? Comment vous avez décidé ça? Pourquoi? Et au quotidien, c'est quoi la réalité de l'IEF, l'instruction en famille? Alors, on a fait ce choix de manière très naturelle par rapport à notre éducation, enfin l'éducation qu'on a choisie, c'est-à-dire une éducation non violente, au maximum non violente, faire au mieux par rapport à notre vécu à nous, etc. Donc on élève Bao là-dedans et c'est vrai que à l'école, il y avait des choses qui matchaient pas avec ce que nous mettait en place et je la sentais pas prête surtout. Je la sentais pas prête. J'ai une petite fille qui est hyper sensible, qui vit les choses de manière très intense et on a trouvé ça complètement illogique déjà de la réveiller le matin, de la lever le matin pour l'amener tout simplement à l'école. C'est une enfant qui dort jusqu'à 9 heures, pour qui le sommeil est hyper important. Et il y a plein de choses qui n'ont pas matché finalement avec tous les critères que demande l'école. Et donc, on a fait le choix de ne pas la mettre à l'école cette année en cours. Et très rapidement, donc j'ai commencé à faire face à plein de questionnements et même face à un mur. Et je me rappelle être face à un mur, à me poser des questions parce que Bao refuse les activités. Bao joue, elle s'occupe toute la journée, elle vit, fait sa vie, elle fait plein de choses, mais elle veut pas faire les petits trucs que moi j'y prévois. Et à ce moment-là, il y a ma rencontre avec André Stern, qui est un grand enfant qui a aujourd'hui qui l'âge André Stern, je ne sais plus, mais plus de 40 ans ou 39 ans, 40 et qui n'est jamais allé à l'école. Et je découvre au travers du podcast de Papatriarcat de Cédric toute l'histoire d'André Stern. Une nuit, cette nuit-là. Je mettrai le lien dans les notes, comme ça les gens pourront écouter, parce que c'est hyper intéressant cet épisode. Et cet épisode vient, il change tout, mais il change tout par rapport à l'école, mais il change tout par rapport à comment on fait à la maison, par rapport à Bao, comment je vois mes enfants, comment je me retrouve moi enfant. Je renoue avec l'enthousiasme, je me renoue avec plein de choses et je me retrouve. Et comme il dit, je passe de l'autre côté du miroir. Et au travers de cette nuit où j'écoute ce podcast qui me secoue, je prends conscience qu'en fait c'est tout simple. Il faut la laisser jouer. Qu'au travers de l'apprentissage, enfin au travers du jeu, elle apprend. Et c'est ce qui est génial, c'est les observer en fait, jouer et voir à quel point ils apprennent tout seuls au travers du jeu. Les regarder quand est-ce qu'ils ont les yeux qui pétillent. C'est le jeu et ils vont pas, ils se construisent au travers du jeu et toute l'importance au travers du jeu. Donc on a fait confiance à ça, à l'enfant, et ça a permis de lever un espèce de poids, une chape de plomb que je m'étais posée, et de vivre ça de manière très sereine, enfin sereine, moyen, parce que j'écoute ce podcast, et c'est vrai, j'écoute ce podcast, et le lendemain matin, le président fait son annonce au niveau de l'IEF qu'il veut, il veut obliger tous les enfants à être scolarisés. Je l'écoute la nuit qui précède cette annonce-là. Et je me suis dit, il n'y a pas de hasard, c'est pas possible. Quand c'est arrivé que j'apprends ça, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas écouter ce podcast-là et avoir cette révélation-là et te confronter à un gouvernement qui prend des décisions liberticides. Voilà, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, c'est pas possible. Donc voilà, donc on est sur
une avancée dans l'instruction en famille qui est un peu incertaine au vu de l'actualité, mais qui continue. En tout cas, on a cette année-là hors de l'école, en faisant confiance à Bao, en la regardant jouer, en jouant avec elle et en la voyant grandir, apprendre plein de choses, sans forcément être à l'école. Je pense que tous les gens qui écoutent là tout de suite le podcast se disent mais attends, comment elle fait Marie? Elle travaille, elle a un nourrisson et elle fait l'école à la maison. Donc vas-y, dis-nous votre organisation avec ton mari, James, comment ça se passe vos journées concrètement tous les quatre? Alors, ça se passe que déjà, le point clé, c'est qu'on laisse Bao jouer. On laisse notre fille jouer. Donc on a plein de jeux, on a plein de choses à la maison. On a fait en sorte aussi d'avoir un jardin où elle peut vivre toutes ses aventures. On a une maison qui est très ouverte, donc on se voit tous. Mais c'est vrai que je ne vais pas travailler de manière très efficace la journée. J'arrive à répondre à des mails, à gérer avec mon agent, à créer un tout petit peu du contenu. Mais la plus grosse partie, là où je vais vraiment être très active, c'est le soir. Mais la journée, je travaille. James aussi travaille sur les temps de sieste. Et après, sur le reste du temps, on s'occupe des filles, on les promène. Moi, je propose des activités, je continue à proposer des activités, mais c'est en fonction de ses envies à elle. Il n'y a pas une activité par jour. Il y a 2 activités à la limite dans la semaine, et qu'elle va faire quand elle a envie. Mais sinon, elle est pas... on n'est pas à la stimuler, on n'est pas à lui faire l'école, il n'y a pas de programme en fait. On la suit. Et quand je vois qu'elle s'intéresse aux plantes qui poussent, etc., et ben je vais nommer les choses. Je vais expliquer que ça c'est la graine et que ça elle pousse et que ça c'est la tige, et je vais donner le nom des choses. Et ça se fait au quotidien de prendre le temps. C'est pareil au moment où on se brosse les dents, on joue, mais on va nommer toutes les dents et on fait des jeux au travers de ces dents que l'on va brosser. Donc elle connaît tout le nom des dents. Et c'est ça au quotidien. C'est quand on cuisine, c'est quand on prend un bain, c'est qu'on se promène à l'extérieur et qu'on voit les arbres, on collectionne les feuilles, on donne les noms. Et finalement, moi, j'apprends au quotidien énormément de choses parce que pour lui donner le nom des choses, pour lui apprendre et répondre à ses questions, j'apprends au quotidien énormément de choses. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que je me suis reconnectée à l'enfant que je suis aussi, de proposer des activités qui, moi, me font plaisir. Quand moi je propose une activité à ma fille, c'est parce qu'elle me fait kiffer. On a repeint les palissades, mais en multicolore, parce que j'avais envie de vivre ça. On se lance dans des choses qui moi me font plaisir, et forcément quand moi ça me fait plaisir et que j'ai cet enthousiasme pour faire un jeu, pour faire une activité, pour proposer des choses, ma fille elle suit. Elle est trop contente de partager ce moment où en fait on s'amuse. Et c'est comme ça, c'est au quotidien, dans tout ce qu'on fait, on le fait en l'incluant, en parlant avec elle, en échangeant. Et même au travers de notre travail, elle sait aujourd'hui à quoi sert un micro, comment on les branche, elle connaît comment on fait pour pas qu'il y ait d'écho sur un micro, elle apprend tout ça. Finalement, elle apprend au travers de notre travail aussi, plein de choses. Donc voilà, l'école à la maison, ça se passe comme ça chez nous, de manière très naturelle, mais on bosse beaucoup la nuit. Donc au moment où elles sont couchées, c'est-à-dire vers les 21h, c'est là où on se prend 1 heure pour nous, en général, plus si vraiment on a besoin de passer plus de temps. Et après, on se met au boulot, tous les deux de notre côté, et on se couche assez tard. Moi, je vais jusqu'à 2-3 heures du matin, des fois 4 heures, et des fois, James, lui, va jusqu'à 6 heures du matin, et vu qu'elle se réveille aux alentours de 9 heures, voilà, on a des petites et courtes nuits. Et ça va? Ouais. En fait, on est heureux parce qu'on fait un métier passion. On a mon conjoint autant que moi, on est vraiment on est heureux de faire ce qu'on fait. Alors c'est prenant parce que c'est la création de contenu et tout ce qu'on fait. Voilà, ça dévore parce que c'est les réseaux sociaux. Il y a pas de frontières. On l'a dans la poche. On a le téléphone H24 dans la poche. Donc ça c'est ça qui est compliqué. Mais sinon, on crée de l'image, on crée de la vidéo, on rencontre des gens, on travaille avec des marques géniales, on découvre plein de choses au niveau de l'enfant, et puis on rencontre vraiment des gens formidables. Donc c'est très galvanisant. Et donc, ça les vaut, ces petites nuits. Ça nous suffit. Puis en étant maman allaitante, j'ai un sommeil qui fait que je dors mieux et plus profondément, donc je récupère plus vite aussi. Ça faut le dire.
Et est-ce que quand même il y a parfois des moments où tu sens que tu aurais besoin d'une longue pause ou d'une nuit entière réparatrice, ou tu es une petite dormeuse de base et donc ce rythme-là te convient en fait? Non, non, je ne suis pas du tout une petite dormeuse. Je suis du 12 heures par nuit pour être bien, voire 14. Voilà d'où je viens. Il a Aïe! fallu voir les choses différemment. Alors quand ça va pas, si je suis fatiguée, on a un deal avec James, c'est que le matin, je lui laisse sommeil et je lui dis, bah là, je dors jusqu'à 10, 11 heures, voire des fois à midi. Il y a des fois où je me couche à 6 heures du matin, où il me laisse dormir jusqu'à midi. Et il va gérer ce matin-là s'il n'a pas d'obligation. On a un planning, on travaille avec des applications où on voit chacun les deadlines qu'on a. Donc moi, je sais que telle nuit, il faut que je me couche tôt parce que le lendemain, lui, il doit monter un projet et livrer au client. Donc on a un mode de fonctionnement comme ça et on s'ajuste. On sait quand est-ce qu'on peut tirer sur la corde et quand est-ce qu'on peut pas. Et on se passe le relais. C'est comme lui, s'il dort pas de la nuit, je vais gérer tout ce qui est sieste. Et pour que lui puisse dormir à 14 heures, il puisse se reposer et récupérer aussi. Donc il y a un roulement. On fonctionne comme ça. Mais oui, je pense qu'il y a des moments où j'aurais besoin de vraiment lever le pied, mais c'est le métier qui ne le permet pas. Aujourd'hui, en travaillant sur les réseaux sociaux, faire une réelle coupure avec les réseaux sociaux impacte complètement la visibilité, l'algorithme, tout ça, tout ça. Donc, c'est ce qui est le plus compliqué à gérer. Est-ce que tu penses que c'est possible d'arriver à un tel point que tu peux être en burn-out et il y a une telle pression parce que comme tu le dis, tu fais un métier où tu dois être constamment présente et en même temps constamment présente pour tes enfants. Est-ce que tu sens que parfois tu es à la limite de ça? Oui, je le sens régulièrement. Alors j'ai un truc magique c'est cette année, c'est arrivé, c'est que quand je frôle le burn-out et que je le verbalise, mon téléphone me lâche. C'est arrivé 2 fois. Récemment, là, j'avais fait un call avec toute l'équipe avec laquelle je travaille parce que je travaille vraiment en équipe aujourd'hui, en leur disant là ça va plus, il faut que je lève le pied, je m'en sors plus, je sais plus où j'en suis, etc. Le lendemain, le téléphone ne marchait plus, c'était une brique. Voilà, il est impossible à redémarrer, le truc s'est arrêté et je me suis dit ça fait 2 fois que ça me fait le coup et à chaque fois c'est quand je dis je suis au bord du burn-out, là ça va plus. La vie fait que ça me permet de lever le pied mais là ce coup-ci j'ai eu une semaine sans téléphone, donc j'ai retrouvé ce que c'était une vie sans les réseaux sociaux et ça me donne de plus en plus envie de vraiment prendre de la distance par rapport aux réseaux sociaux. Il y a plus cet amour, il y a plus ce côté passionnel avec les réseaux sociaux. J'aime y aller, mais à dose normale et pas intensément comme j'ai pu faire en mettant de la pression. Donc maintenant, j'ai décidé de lever le pied et j'espère que ça va pouvoir tenir parce que ça dévore. C'est un métier qui dévore et on peut vite basculer. Donc, j'ai fait le choix de reprendre le sport avec un coach sportif. J'ai mis en place des choses pour que à partir de 18h, je ne travaille plus, j'ouvre plus mon téléphone à partir d'une certaine heure, etc. pour me protéger, pour faire un petit rempart sur les réseaux sociaux, même si je continue à créer le soir, à créer les projets parce que je suis dans plein d'autres projets et je fais pas que les réseaux sociaux. Il y a l'écriture de livres, etc. Mais les réseaux sociaux, c'est ce qui dévore le plus, je trouve, aujourd'hui. Donc, j'ai mis aussi mes petits garde-fous. Il y a aussi un autre aspect sur les réseaux sociaux et je t'ai jamais posé la question. Quand on expose ses enfants, on s'expose aussi à la critique, clairement, mais quand ça touche les enfants, c'est un petit peu particulier. Est-ce que ça, vous avez discuté avec James de OK, pour que nos filles apparaissent sur les réseaux sociaux, comment on parle d'elles, qu'est-ce qui est la limite, qu'est-ce qui reste privé, qu'est-ce qui reste notre jardin secret? Alors au départ, on s'est tout de suite mis d'accord parce que moi, Bao vient au monde et je la mets sur les réseaux sociaux, James aussi, mais on a des tout petits comptes. Hein. C'est des amis en fait qui regardent nos photos, donc on les partage dans ce sens-là. Et puis l'histoire grandit, ça nous dépasse un petit peu. Et on a toujours dit, mais depuis le début, même quand ça a commencé un petit peu à prendre de l'ampleur, la limite c'est que du moment où Bao ou Summer nous demandera d'enlever les images, on puisse le faire. Donc, c'est-à-dire on ne vend pas les droits des images de nos filles. Voilà. Moi, quand on me demande des photos, les seules choses sur lesquelles j'ai fait exception, c'est pour un magazine et ça paru dans le magazine. Mais après, c'est pouvoir tout enlever. Si du jour au lendemain elle dit maman là je ne veux pas qu'il y ait mon image sur les réseaux sociaux
Et on a un ami qui a été créateur de contenu et médiatisé, et dont l'enfant a été sur les réseaux. Et quand son fils a eu vers 5 ans, il lui a demandé de tout retirer. Donc il a tout retiré, ça a été possible. Donc on a pris notre pote en exemple, et on s'est dit qu'on allait tout retirer si Bao le demandait et si Summer le demanderait. Donc on verrouille au maximum à ce niveau-là. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je peux demander à Bao à chaque fois, hein, quand il y a une photo de Bao qui est postée, je lui demande, etc. Ça reste qu'elle ne mesure pas l'ampleur. Bien sûr que non, elle ne mesure pas l'ampleur. Mais voilà, c'est ce qu'on a mis en place aujourd'hui pour un petit peu verrouiller quelque chose qui nous a beaucoup dépassé, quoi. Ouais, c'est ça, parce que j'ai hier, sur ton compte aujourd'hui, on est en mai 2021, tu as plus de 100 000 abonnés. Est-ce que ça fait peur parfois d'appuyer sur le bouton envoyer, sachant que voilà, il y a autant de gens qui peuvent potentiellement ou commenter ou avoir une opinion sur ta vie et voir tes enfants? Oui, mais y a pas une fois où je poste pas sans un peu avoir le cœur qui bat vite, parce que je mesure à chaque fois que je raconte, que ça soit que je raconte mon histoire ou que je parle des filles ou que je mette une photo des filles. Ouais, il y a une crainte. Il y a une crainte qui est là, ça fait partie aujourd'hui de mon métier. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on ne communique pas, c'est-à-dire notamment la santé des filles, et on a traversé des choses compliquées au niveau santé et ça n'a jamais apparu sur les réseaux sociaux. Il y a tout ce qui est intimité, donc tout ce qui est continence, etc. Je me voyais pas l'exposer parce que je me suis dit, en fait, si Bao a 14 ans, qu'on vient lui ressortir je ne sais pas quoi d'informations qui concernent son intimité, ça faisait partie de nos limites. Donc ça, on l'a mis en place. Mais on n'a pas échappé aux insultes sur les filles, on n'a pas échappé aux commentaires méchants, on n'a pas échappé à tout ça, on n'a pas échappé. Et quand ça arrive, je vais pas cacher que ça nous coule dessus. Non. Non, ça met dans une colère noire. Mais il y a une part de colère aussi envers moi-même, en me disant, ouais, il y a cette pauvre personne qui a une tellement vie si nulle, j'imagine, pour haïr les gens et pour venir insulter des enfants. Mais il y a aussi moi qui a ouvert une fenêtre sur ma famille et qui les a exposés. Donc voilà, c'est pas facile, mais comme on dit, voilà, on apprend à vivre avec, on apprend à verrouiller, et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, quoi. Et puis, je le rappellerai toujours, ce n'est pas parce que tu t'exposes que tu dois récolter des commentaires méchants ou insultants. On a le droit d'être en désaccord, mais ce n'est en aucun cas parce que toi, tu t'es exposé. Je sais que tu le dis souvent, hein, mais Ouais. je le rappelle aux gens, peut-être que s'ils l'écoutent, c'est pas une raison. Hein, les gens sont des personnes humaines. Notamment pendant le confinement, moi j'ai vu monter une vague de violence. Et c'est là où a commencé. J'ai été victime de cyberharcèlement en octobre dernier, et qui a aussi ciblé forcément les filles, parce que pour atteindre quelqu'un, hein, il n'y a pas mieux que de taper sur les enfants. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais ça m'a appris aussi à travailler sur moi, et à travailler sur ce que je publiais. Et à lisser, parce que finalement, en fait, ce que l'on fait au bout d'un moment, c'est qu'on lisse notre contenu. Au bout d'un moment, quand on peut plus être authentique comme on finit à un moment donné par lisser son contenu, à vérifier tout ce que l'on poste, à peser le pour et le contre. Et comme tu disais, toujours au moment où je poste, vraiment être consciente de ce que je poste. Je poste pas de manière très légère et très spontanée, c'est toujours très étudié. Et si j'ai des doutes, je transmets aux gens avec lesquels je travaille, qui vont me dire ouais, ça non, ça oui, quoi. Bon, j'ai une question quand même sur la langue des signes. Summer, elle est à fond avec toi? Ah, c'est génial. C'est génial. Oui, c'est vraiment un bébé qui signe beaucoup. Je n'y croyais pas. Alors, j'ai des copines dont les bébés ont signé hyper tôt. Mon meilleur ami qui a mis en place ça super tôt, dont sa fille a signé tôt et a beaucoup signé. Je regardais ces enfants, waouh, c'est trop cool de pouvoir le vivre, sans me dire qu'à un moment donné, je le vivrais, parce qu'avec Bao, elle a signé assez tard. Elle a signé vers 13 mois, au moment où elle a marché. Mais elle a signé beaucoup. Mais elle a pas signé tout bébé.
Et Summer a commencé à 7 mois et demi, à faire ses premiers signes, à tel point qu'on n'y croyait pas, parce qu'à 7 mois et demi, je me dis, mais non, c'est pas possible, elle fait ces petits mouvements là, un peu chelous de bébé. Pas du tout. Elle nous signait vraiment tété. On l'a testé, on a fait des trucs avec James pour vraiment tester que ça soit vraiment le signe, et ça demande que ça soit de la tétée, surtout que Summer n'est pas un bébé très penché sur l'allaitement. Elle a beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup plus intéressantes apparemment que de téter. Donc quand elle signait tété, c'était vraiment tété. Et c'est un bébé qui signe beaucoup, et aussi ça contribue à cet apaisement qu'on a, parce qu'on la comprend, parce qu'elle nous fait finir, parce qu'elle nous fait encore, et parce qu'elle communique aussi avec sa sœur en signe. Et ça, c'est chouette. Qu'elle puisse dire directement à sa sœur, fini, arrête, tu m'embêtes, quoi. Donc ça, c'est super chouette. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, Bao, elle lui signe des choses aussi, elles échangent ensemble. C'est chouette, ça. Elles échangent ensemble, et c'est vraiment... ça vient construire aussi aujourd'hui leur relation. Elles ont les signes. Donc on avait revu pendant la grossesse quelques signes avec Bao. Bon, elle est toujours baignée dans des signes, mais il y avait des signes plus spécifiques au bébé qu'elle avait elle-même oubliés. Donc aujourd'hui, elle signe avec, et ça fait partie de leur petit truc à elle aussi. C'est trop chouette. Bon, alors ma dernière question, la réelle. C'est bon, tes 2 filles complètent la famille, vous avez tiré le trait, pas un troisième enfant, vous êtes bien à 4? Alors en toute honnêteté, on en a parlé hier. En toute honnêteté, alors on a une divergence avec James. James, lui, il a 3 enfants, hein. C'est vrai. Et c'est vrai, 4 grossesses. Enfin, il y a eu 4 enfants, on va dire, et aujourd'hui là, il y en a 3 concrètement qui sont au quotidien avec nous. Enfin, pas au quotidien, mais souvent là. Donc il est papa de 3. Et moi, il me manque quelque chose, et c'est pas forcément il manque un enfant finalement. Quand on en a parlé récemment, il manque cet accouchement, il manque cette ouais, il manque cet accouchement. Et c'est quand j'ai écouté ton retour, ton interview, enfin quand tu racontes ton accouchement, que je me suis dit j'aurais aimé le vivre. C'est l'étape au-dessus. J'ai accouché très médicalisée pour Bao. J'accouche à l'entrée de la mater pour Summer. Bon, l'étape d'après, c'était accoucher à la maison, et je l'aurais super bien senti parce que ça se serait super bien passé et je le sentais comme tel. Mais ça n'est pas possible. James, lui, m'a dit, je n'en veux pas. Il va avoir 40 ans. Il me dit, je me sens trop vieux. J'ai envie de faire d'autres choses. Et pour moi, la priorité reste ma famille, mon équilibre, mon mec. J'ai pas envie de mettre ça en péril, parce que finalement, j'ai envie de vivre un énième accouchement. Je pense que ça, je le vivrai de manière différente et au travers d'autres choses. Peut-être en accompagnant, voilà, j'ai réfléchi à faire la formation peut-être pour devenir doula. Je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui se feront, j'en sais rien, mais il y aura d'autres choses qui se vivront autour de la naissance. On est bien tous ensemble, et cet équilibre qu'on a, il est précieux et plus important que tout le reste. Et puis on verra ce que donne l'avenir, mais en tout cas là on est verrouillé, et on est très heureux comme ça, même si, comme je dis, j'aurais aimé cet accouchement à la maison et le vivre pleinement, mais bon, voilà. Sincèrement, je me suis dit, sur mon lit de mort, est-ce que ça va être quelque chose qui va peser? Ah non, je me suis dit, non, en fait, non, c'est pas quelque chose qui va peser, donc c'était important. Autant un deuxième Summer, je voulais avoir un enfant, avoir deux enfants pour connaître cette fratrie, etc., que c'était important dans l'équilibre, autant. Et ça allait peser si sur mon lit de mort, il n'y avait pas eu ce deuxième enfant. Ça aurait été, ouais, j'aurais, voilà, il m'aurait manqué quelque chose. Autant là, vraiment, on est bien tous ensemble, on est heureux, et voilà, on est verrouillé. Je préfère écouter vraiment aussi les limites de James, qui me dit là je sais pas si je le vivrai bien, et j'ai pas envie que notre famille elle vive mal les choses, parce que finalement je les ai un peu poussées, quoi. Bon, c'est sage, et en même temps c'est simple parce que vous en discutez, donc tu vois. Ouais. Et c'est hyper drôle parce que j'ai rencontré quand même pas mal de femmes dans l'environnement de l'accouchement à la maison qui disent mais moi je voudrais accoucher 10 fois encore, mais le problème c'est qu'il faut les élever après. C'est ça. Et je crois que c'est ça le souci.
C'est complètement ça. Et il y a ce côté aussi que je me vois pas avoir un enfant, un bébé qui est une différence d'âge de moins de 3 ans. Ça a vraiment été la différence entre Summer et Bao, ça a été 3 ans. Je me vois pas faire plus court. Et moi, en termes aussi de timing, j'ai 36 ans. On a vécu aussi une grossesse très compliquée sur la première qui s'est terminée en IMG, en interruption médicale de grossesse. Donc, j'ai pas du tout envie de revivre des choses compliquées. Donc, il y a vraiment tout ça, quoi. Il y a plein de choses qui viennent se créer et l'accouchement, c'est chouette, mais faut les élever et faut les élever dans quelque chose qui matche avec la famille. Et moi, moins de 3 ans, c'était pas possible et ça repousserait à trop loin aussi, quoi. Donc voilà. Marie, merci. Tu es un peu comme ma maison témoin, tu vois, que je reviens voir tous les ans. Je trouve ça trop cool de t'avoir comme première invitée, de pouvoir faire le point et de voir comment toi tu évolues au fil des années. C'est hyper intéressant et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour avoir ton retour. Merci Marie. Merci à toi. C'était Marie Cao, autrice. D'ailleurs, je vous recommande son livre, Le Grand Guide des signes pour bébés aux éditions Marabout. Vraiment un super livre. Interprète en langue des signes et maman de Summer et Bao. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Si vous découvrez ce podcast, allez faire un tour sur le site www.clementinesarlat.com pour découvrir de nouveaux épisodes. Et désormais, vous pouvez aider ce podcast à grandir en y participant financièrement sur le site de Patreon, www.patreon.com. Patreon, ça s'écrit Patreon/Clémentine Sarlat. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.